15 départements en alerte rouge, 51 en vigilance orange. La France se prépare à une nouvelle vague de chaleur. Le thermomètre va flirter aujourd'hui avec les 40 degrés à Paris ou Bordeaux. La Gironde, où cette canicule favorise les reprises de feu. Attisés par le vent, les incendies gagnent du terrain sur la côte et dans les terres. 2000 personnes ont encore été évacuées ce dimanche, plus de 16 000 depuis mardi. Faut-il s'habituer à ces phénomènes de chaleur à répétition en Europe? Sont-ils encore réversibles? On verra cela dans un instant avec notre invité, le climatologue Davide Faranda. Des soupçons de trahison au sein de l'État ukrainien. Le président Zelensky limoge la procureure générale du pays et le chef des services de sécurité en Ukraine, notamment en raison de collaboration entre des responsables locaux ukrainiens avec les forces russes dans les zones occupées. Les frappes d'artillerie russe redoublent sur le Donbass, peut-être prémisse d'opérations au sol. Les Européens, eux, se retrouvent à Bruxelles pour durcir les sanctions contre la Russie. Et puis en plein débat sur les ventes d'armes aux États-Unis, un procès s'ouvre ce lundi en Floride. Celui de Nicholas Cruz, 23 ans, auteur présumé de la fusillade de Parkland. En février 2018, il avait ouvert le feu dans un lycée de cette ville de Floride, faisant 17 morts et 15 blessés. Il encourt la peine de mort. Bienvenue sur France 24. Jusqu'à 40 degrés attendus donc ces prochaines heures à Paris ou même à Brest. 42 dans les forêts des Landes. Ces prochaines 48 heures, la France va traverser un épisode météo extrême. 15 départements sont aujourd'hui en alerte rouge. 51, vous le voyez, en vigilance orange. Des pics de pollution de l'air sont aussi attendus dans les grandes villes. Une chaleur intense qui pourrait encore attiser les incendies qui touchent le sud-ouest depuis une semaine. En Gironde, 13 000 hectares de végétation ont déjà brûlé et ce n'est pas terminé. Il y a 2 incendies toujours actifs. Dans les terres, le secteur de l'Andiras où 2000 personnes ont encore été évacuées ces dernières heures. Sur la côte, à Teste-de-Buch où le feu est arrivé à la mer. Muriel Rousselin, Laurence Nahon avec Michel Anglade. Au cœur des flammes, dans une atmosphère suffocante et infernale, la pression la patate ils font équipe en duo. 2 pompiers volontaires dans une lutte acharnée contre un incendie titanesque. À l'avant, le porte-lance Romain Thomas, 29 ans. C'est son premier gros incendie. Là, je suis en train de traiter les petits points chauds qui restent pour éviter que ça reparte avec le vent. Proche de lui, son coéquipier Vincent Comès, près de 4 ans de service. Il est ses yeux, ses oreilles. On est un binôme, donc comme dans tout binôme, on se complète. Il a une mission, je l'assiste du mieux que je peux. Leur progression est difficile, la bataille acharnée. C'est un petit peu compliqué, on va pas se mentir, il fait chaud. Il y a les fumées qui sont assez prenantes au niveau respiratoire. Les accalmies sont très rares. Les corps souffrent, lâchent. Un court instant de répit avant de repartir au combat. À l'aube, la petite brigade girondine achève sa mission et laisse place à d'autres pompiers. Venu des Ardennes, Romain Gourdet, professionnel depuis 13 ans, n'a jamais été confronté à un incendie de cette ampleur. C'est un effort que je ne connaissais pas. La canicule, forcément, nous dans le nord, on a moins chaud. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut faire avec, on a ce qu'il faut. La population est assez généreuse, ils nous amènent des bouteilles d'eau régulièrement et donc voilà. Novices ou aguerris, les pompiers sont mobilisés jour et nuit dans une course contre cet incendie ravageur. La chaleur et incendie qui touchent également l'Espagne, par exemple, où un pompier est mort ces dernières heures en Castille et Léon. Il luttait contre les flammes dans la région de Zamora. Une vingtaine de feux de forêt font rage dans le pays. Beaucoup restent hors de contrôle. Un feu est toujours actif également au Portugal, lui aussi attisé par cette chaleur. On va revenir sur ces fortes chaleurs, justement, avec notre invité ce matin, le climatologue Davide Faranda. Bonjour, vous êtes chercheur au CNRS et à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Cette journée pourrait donc être la plus chaude en France depuis le début des relevés météo dans le pays. Le GIEC a déjà alerté à plusieurs reprises sur la multiplication de ces phénomènes, des canicules de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues à l'avenir. Qu'est-ce qui explique ce phénomène et est-ce qu'il est encore possible d'inverser la tendance ou il faut s'y adapter ? Alors déjà, comme vous l'avez dit, ce phénomène est relié au changement climatique. Le rapport du GIEC nous dit, pour vous faire un exemple, que ce type de vagues de chaleur, ils arrivent 5 fois plus fréquemment dans le climat actuel. Et si on continue avec les taux d'émission actuels, on peut les observer même tous les ans dans un été, par exemple en 2050. Donc il faut sûrement commencer à s'y adapter. Mais en fait, quand on parle des projections climatiques, on parle du futur. Donc on a encore des leviers d'action
Si on commence vraiment à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à avoir une trajectoire plus sobre en termes d'émissions, on peut encore éviter que ce soit la règle dans les années 2050-2060. Pardon de vous poser cette question qu'on pose depuis 15 ans maintenant, mais est-ce que le lien entre ces phénomènes et les émissions de CO2, il est clairement établi aujourd'hui? Oui, alors il n'y a plus aucun doute. Après, on a encore des choses qu'on peut comprendre. Par exemple, pourquoi ces phénomènes se répètent déjà à cette vitesse, une vitesse qui parfois nous surprend aussi. Et alors là, on doit aussi encore travailler d'un point de vue de recherche. Par exemple, pour cette vague de chaleur, on sait qu'il y a un component qu'on appelle aussi dynamique, c'est-à-dire on a une goutte froide sur le Portugal qui, comme un vortex qui nous fait arriver de l'air très chaud de l'Afrique. Donc, est-ce que ces gouttes froides qui restent stationnaires sur le Portugal et qui nous font arriver cette chaleur vont être plus fréquentes ou pas dans le changement climatique et donc augmenter encore plus ce qui nous dit déjà le rapport du GIEC en termes d'augmentation des fréquences des vagues de chaleur? Ça, c'est l'objet de nos recherches actuelles. Oui, parce que les climato-sceptiques répondent que ce n'est pas le premier changement climatique sur Terre et ils rejettent les arguments du GIEC. Comment se faire entendre et prendre conscience de cette urgence? Je pense que vraiment on est arrivé déjà à un niveau où le climato-sceptique il doit juste regarder dehors de la fenêtre pour voir ce qui se passe. Mais en fait, comme on le démontre au niveau scientifique, on a des relèves qui sont des relèves qui remontent à plusieurs millénaires en arrière. Donc, on peut aussi mesurer les climats du passé. Et le rapport du GIEC, le dernier rapport du GIEC est très clair sur ce point. On a une augmentation des températures et du taux de CO2 sans précédent sur au moins la période qui était habitée sur Terre par l'homme tel qu'on le connaît, la société. Donc, on parle de 10 000 ans, on parle de plusieurs millénaires. Et il n'y a aucun doute que ce réchauffement est causé par l'homme. Et pourtant, on ne voit pas vraiment l'homme réagir. Comment est-ce qu'on adapte nos sociétés à ces changements? Le pouvoir politique n'a pas l'air très impliqué, notamment dans les pays occidentaux. Alors, on a déjà commencé, par exemple, en France, depuis 2003, à s'adapter mieux aux vagues de chaleur. On a un événement qui risque d'être de même ampleur qu'en 2003 et on aura sûrement, on espère, mais on projette d'avoir moins de morts, moins de problèmes de santé. On a aussi adapté l'infrastructure. On peut voir la différence entre la France et l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre. En Angleterre, aujourd'hui, les trains sont à l'arrêt. En France, on peut encore les faire rouler. Donc, on a déjà fait de l'adaptation. On doit aller encore plus loin. Sur ce point de vue, par exemple, réfléchir les villes avec des îlots de fraîcheur urbaine, comme on a entendu en ce moment. Mais la route de la réduction des émissions de CO2 est la seule valable pour éviter qu'on dépasse même le seuil de l'adaptation, parce qu'au-delà d'une certaine température, on ne pourra pas s'adapter. Donc, on doit marcher sur les deux routes, s'adapter aux canicules actuelles, mais aussi réduire très fortement les émissions de CO2 pour éviter de dépasser les seuils d'adaptation et donc avoir des conséquences sur la santé, l'agriculture et la société qu'on ne pourra pas éviter et pour lesquelles on ne pourra pas s'adapter. Merci beaucoup David Effaranda d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairé sur cette canicule donc, qui commence ici en France et dans une bonne partie de l'Europe. L'Ukraine à présent, après bientôt 5 mois d'invasion russe, les autorités de l'Ukraine tractent les traîtres. Dans la nuit, le président Zelensky a annoncé 2 importants limogeages, celui de la procureure générale du pays ou encore celui du chef des services de sécurité d'Ukraine. Ils sont démis de leurs fonctions. À travers eux, Kiev vise des responsables locaux soupçonnés de collaborer avec la Russie. Laura Cambo. Dans son adresse à la nation du soir, Volodymyr Zelensky prend un ton particulièrement grave. Il évoque les trahisons de fonctionnaires au profit des Russes. À ce jour, 651 procédures pénales ont été enregistrées pour trahison de l'État et activités de collaboration par des employés de bureaux du procureur, institutions judiciaires et d'autres agences du maintien de l'ordre. Parmi eux, plus de 60 employés du bureau du procureur et des services de sécurité ukrainiens. Face aux soupçons qui visent certains de leurs subordonnés, Volodymyr Zelensky prend des précautions avec les responsables. J'ai pris la décision de limoger la procureure générale et le chef des services de sécurité ukrainiens. La première est Irina Venediktova. Cette juriste était chargée d'engager des poursuites pour des crimes de guerre russes.
Ici, on la voit en avril accompagnée de gendarmes français après le massacre de Boutcha dans la banlieue de Kiev. Elle dirigeait alors l'enquête. Nous avons malheureusement beaucoup de travail avec les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Également limogé, le chef de l'agence de renseignement, Ivan Bakanov, un très proche du président. Il aurait nommé à la tête du service en Crimée un homme qui, selon Kiev, a envoyé des informations classifiées vers la Russie. La France déroule le tapis rouge à Mohamed Ben Zayed. Le président des Émirats arabes unis effectue à Paris sa première visite officielle à l'étranger depuis sa désignation au mois de mai. Accueilli ces dernières heures par le ministre de l'économie français Bruno Le Maire. Celui qui est surnommé MBZ doit déjeuner aujourd'hui avec Emmanuel Macron à l'Élysée avant un dîner au château de Versailles. Chacun dit vouloir renforcer les liens entre les deux pays en matière d'échanges économiques et culturels. On est en pleine crise énergétique mondiale. Paris et Abu Dhabi doivent s'engager sur des projets d'investissement communs, que ce soit dans l'hydrogène, le nucléaire, les énergies renouvelables. Il sera bien sûr, évidemment, question de pétrole lors de cette visite. En Floride, le début dans quelques heures du procès de la fusillade de Parkland dans le box des accusés. Nicolas Cruz, aujourd'hui 23 ans, auteur de la fusillade qui avait fait 17 morts, 15 blessés dans un lycée de la ville il y a 4 ans. Lui qui a reconnu les faits pourrait être condamné à la prison à vie, voire une exécution dans cet État qui pratique toujours la peine de mort. Procès qui intervient en plein débat sur le port d'armes dans le pays. Correspondance à Washington, Ketevan Gorgestani. Il aura fallu 3 mois pour sélectionner les jurés qui devront se prononcer sur la peine du tueur de Parkland. Ses avocats ont bien tenté une dernière fois de retarder ce procès, faisant valoir que la récente fusillade dans une école à Uvalde au Texas pourrait avoir une influence sur ce jury, mais le juge a rejeté cette demande. Et comme le tueur de Parkland avait déjà plaidé coupable pour le meurtre des 17 personnes, dont 14 lycéens, eh bien la question qui s'opposera pour ce jury, c'est celle de la sentence, à savoir la prison à vie sans possibilité de libération ou la peine de mort, sachant que pour la peine capitale, il faudra une décision unanime et donc si un seul des jurés s'y oppose, eh bien le tueur sera automatiquement condamné à la perpétuité incompressible. La défense a prévu de faire valoir les antécédents psychiatriques du tueur comme circonstance atténuante, alors que les procureurs, eux, devraient plutôt se focaliser sur les faits, sur la préméditation, ainsi que sur les témoignages des survivants près de 4 ans et demi après la fusillade de Parkland. Ce procès devrait durer plusieurs mois et donc il faudra vraisemblablement attendre jusqu'à la fin de l'année avant de savoir si ce tueur de 23 ans sera condamné à mort ou pas. 101 jours de colère au Sri Lanka face à la crise économique, la crise politique, les manifestants qui ont fait chuter le président Rajapaksa restent vigilants vis-à-vis du Premier ministre qui assure pour l'instant l'intérim à la tête de l'État. Le Parlement se réunit mercredi, il pourrait désigner officiellement cet homme à ce poste. En attendant, des centaines de Sri Lankais tentent de quitter le pays, de fuir une inflation et des pénuries qui asphyxient, appauvrit un peu plus la population. Laura Cambo. Assis devant sa maison, Milton Pereira est rongé par l'angoisse. Ce Sri Lankais n'a plus que la peau sur les os et impossible pour lui d'acheter suffisamment à manger. Si nous prenons un repas, nous devons sauter celui d'après. C'est très difficile. Et voici à quoi ressemble un repas pour cette famille qui compte 6 enfants, des portions très maigres. Nous ne pouvons acheter qu'environ 250 grammes de poisson. Nous devons le couper en plusieurs petits morceaux pour que toute la famille puisse manger. Comme cette famille, 5 millions de Sri Lankais, 22% de la population du pays, ont besoin d'aide alimentaire. Un désarroi que le vendeur de légumes du quartier constate au quotidien. Les prix augmentent car il n'y a aucun moyen de transporter ces produits. Il n'y a pas de carburant. Sans réserve de change pour les importations et en état de faillite, le Sri Lanka connaît des pénuries catastrophiques de carburant. Des files d'attente colossales se forment depuis des jours devant les pompes à essence à sec. J'attends depuis 3-4 jours. Parfois, je ne peux pas donner de l'argent à ma femme et à mes enfants. Le mouvement de protestation est parvenu à chasser le président, jugé responsable de la crise économique. Les militants espèrent désormais un successeur capable de redresser la situation. Il sera nommé mercredi par le Parlement.
Et c'est la fin de ce journal. Le prochain, c'est dans un quart d'heure sur France 24.